J'arrive bientôt, là, je suis prêt. Quasiment, je règle 2-3 trucs. Hein. Je suis bientôt là. Hop, là, le chat, je le vois pas. C'est normal. On va tenter une expérience. Hop, je vais passer en écran normal, ça va être plus rapide, plus simple. Ouais, on va attendre les 34 secondes du compte à rebours et puis on va passer en écran normal. Mon café est froid, c'est pas grave, j'irai faire un autre plus chaud tout à l'heure. Ouais, je vais tenter une expérience sympathique. Je vérifie mes messages, je vais essayer de me forcer à ne pas aller sur ma messagerie, sur Thunderbird, et puis je vais essayer de pas aller voir Facebook et tout ça. Mais je pense que c'est un bon truc ça. Bon, après j'y vais rarement quand même quand je suis en live, mais des fois j'aime bien jeter un coup d'œil parce qu'il y a des mentions, des trucs. Ça commence bientôt, ça commence maintenant. Voilà. Alors vous voyez un écran qui est pas du tout celui de la thèse. Hein. Là c'est parce que j'ai pas encore réglé mon truc. Je suis sur le principal, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Voilà, c'est ici que je voulais aller. Parce qu'ici vous avez... alors périphérique de capture, on s'en fiche. Linux Browser, je vais aller chercher... Un PDF, voilà. Normalement c'est un PDF qui s'affiche ici. Je vais pas faire que ça... Je vais faire en sorte que ce soit pas un PDF. Je vais faire en sorte que ça soit un document. Je vais capturer capturer fenêtre. Voilà, je vais capturer. Je vais capturer. Hop, LibreOffice pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Pardon. LibreOffice. Voilà. C'est parti. Hop. Voilà. Donc vous allez voir LibreOffice. Rogner, non, je n'ai pas besoin de rogner. Je ne suis pas un rognier. Je me mettrai peut-être en plein écran. Ça peut être bien. Capturer le curseur, est-ce nécessaire? Oui, si je veux vous indiquer des choses, vous montrer des choses. Utiliser de format texture sans un appellatif. Je sais pas ce que c'est, donc on va accepter. Et voilà, normalement, vous avez du coup une grosse fenêtre qui n'est pas aussi grosse que je voudrais. Voilà, si vous regardez évidemment sur votre smartphone, ça va être moins joli, ça va de soi, mais c'est pas grave, on va faire avec. Le format de la fenêtre, il est en... Ah oui, je peux peut-être renier un peu. Attendez, je vais régler ça. C'est la première. Alors, renier. Hop, renier. Bah, je vais couper un truc déjà, je vais couper le PDF. Ça me permettra d'adapter la fenêtre. Voilà, renier à droite. Non, dans l'autre sens. Ah. Eh, c'est bien ça. Je vais renier comme ça. Ça va me permettre d'adapter la taille de la fenêtre. Hop. Voilà, nickel. Ça, c'est du réglage. Non, c'est pas ça. Voilà. Comme ça, je vais adapter moi la fenêtre et vous allez avoir vous un truc super joli et classe et ça va être parfait et je le mettrai en plein écran après. Soit vous n'avez pas besoin de ce qui est à droite de l'écran, vous ce qui vous intéresse c'est ce qui est au milieu. Hop, voilà. Enfin, ce qui vous intéresse ou pas, ça se trouve ça va pas vous intéresser mais c'est pas grave. Je vais peut-être faire une annonce sur Facebook et puis après on va attaquer, hein, évidemment. Ça c'est quand même le but du jeu. Hop, ok. Donc voilà, normalement vous avez une belle fenêtre. Ici, vous avez mon LibreOffice. Alors, je vais voir ce qui se passe si je le mets en plein écran. Clac. Voilà. Plein écran. Ah, fenêtre. Affichage. Comment on fait pas? Ah oui, contrôle Malt. Contrôle. Je vais y arriver. Maj, contrôle J. Maj, contrôle J. Eh ben, c'est parfait. C'est absolument parfait. Voilà. Et là, vous avez une belle fenêtre qui s'est affichée où il n'y a pas du tout les outils, donc ça va pas être pratique en fait. Par contre, normalement, vous devrez pouvoir réussir à lire un petit peu. Voilà, alors je vais aller annoncer le live sur Facebook. Mon chat. Miaou. Utilisateur dans le chat. Il y a moi dans le chat. Je suis dans le chat. C'est beau, hein? Hop, réseaux sociaux, réseaux sociaux, réseaux sociaux, réseaux sociaux. Fichtre.
Copier. Ah, pardon. Excusez-moi. C'est pas très poli, mais je suis fatigué. Alors, le principe de ce live que je vais essayer de faire quotidiennement, après, je vais peut-être changer la lumière, parce que là, ça va me fatiguer encore plus, que j'ai la lumière en quasi pleine face. C'est très agréable, en fait. C'est bien pour tourner des vidéos, mais pour rester 2 heures à copier des trucs, je vais avoir les yeux explosés. On est en live, et ça va causer. Ça va causer musicologie. Ça va causer de la thèse. Je mets le lien peut-être. Hop. Et je copie mon texte, comme ça je vais le mettre aussi sur... Ah, bien ça. Copier, hop, publier. Voilà, je le mets aussi sur Twitter. Et on va pouvoir commencer. Et alors là, je suis sur mon écran de Firefox. Donc si vous ne me voyez point, c'est normal. Si je ne vous réponds pas, pardon, c'est normal. Oh là, je suis fatigué. Voilà, c'est parti. Ça fait déjà 8 minutes que ça dure, c'est quand même pas mal. Bon. C'est parti. Alors. Oh, ça rame, ça va être chaud. Là, mon ordinateur est super sollicité en fait, entre OBS et... je vais déjà couper mon stream côté... Je vais déjà couper mon stream côté Firefox. Je vais couper Firefox, en fait, ça va être plus simple. Donc j'espère que je verrai vos... comment ça s'appelle, vos commentaires. Normalement, c'est bon, hein, le truc est réglé pour. Excusez-moi. Ah là là. Donc là, je vais reprendre mon travail de thèse. Là, j'avais fait toute une correction. Alors, j'étais pendant quelques jours, pendant quelques temps, un peu mobilisé, puisque j'ai écrit un article qui est sûrement mon seul article. Mon seul article. Mon seul article pour une revue à comité de lecture. Encore faut-il qu'elle soit acceptée, ça je ne sais pas. En tout cas, l'article n'a pas l'air d'avoir suscité de dégoût particulier, donc c'est déjà pas mal. Alors, je revois une photo à quelqu'un qui a réclamé une photo. Alors, encore faut-il que je la retrouve. Voilà. Et après, je suis à vous. Désolé. Ouais, on n'est pas trop nombreux pour l'instant, donc ça va, je peux me permettre de faire un peu mon rebelle. On est toujours à 9 followers sur 15. Ce n'est point un C. Moins point à C. Point à C. Point à pitre. Oh bah dis donc. Excusez-moi encore une fois. Ah, c'est lamentable. Et en fait, je devrais pas être en train de bosser sur ma thèse, là. Je devrais être en train de pioncer. Mais à un moment donné, il faut se sortir les doigts et foncer. Donc là, ce que vous avez à l'écran, c'est donc ma thèse, qui fait pas beaucoup de pages. Je n'ose pas vous montrer le nombre de pages parce que j'ai encore beaucoup de boulot en fait. Donc voilà, donc il y a eu il y a le truc avec le comité de lecture que j'espère. C'est foireux. Je vais sortir du mode. Ouais. Ah, ça rame, hein, vous voyez, hein. C'est fou. Pourtant, il n'y a que OBS qui est ouvert. Je sais pas pourquoi. Bon. Enfin, alors dit après, il faut que je le change aussi, parce qu'en fait, en termes de musique, même pour la musique, je suis limité. Donc, voilà, ça c'était. Et cette thèse portait. Le texte en question parlait du dodécaphonisme sérieux, mais c'était plus proche de ce que j'avais fait pour mon master que la thèse. Alors, là, on est sur le chapitre 1. On est dans la grande partie. Voilà, dans le Docteur Faustus. Là, je suis en train de relire. Alors, je vais me remettre dedans. Mais on y va. Il faut se lancer. Il faut se remettre dedans. Voilà. Là, j'ai la partie surlignée. C'est la partie que je dois réécrire. Et ensuite, une fois que j'aurai fini de réécrire ça, je vais pouvoir passer aux choses sérieuses. Touché par la mort. Analyser. Voilà.
J'ai écrit le titre dans le Docteur Faustus. Analysez ce que Théodore Adorno dit de la sonate puissance de Ludwig van Beethoven. Revient donc à dégager ce qui est une part, premier article, disons, musicaux. Pourquoi j'ai 808 en nombre de... Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah ouais, j'ai... Vous avez vu ici, enfin là vous ne voyez peut-être pas, mais j'ai une note et une note dans la note. J'ai une note de bas de page, oh la vache. Bon, on y va. Alors, analyser ce que Théodore Adorno dit de la sonate et donc à tenter de dégager ce qui d'une part provient d'un article des moments musicaux, et là il faut que je recite. Mais en fait non, j'en suis pas là. Oh là 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 là. En fait, vous voyez toutes ces notes là, ça veut dire que c'est une part du boulot que j'ai pas fini. Ah non, c'est pas possible ça. Ah oui, reprendre ici, donc je suis arrivé ici. Ok. Ah, c'est déprimant en fait. C'est pour ça que j'ai du mal à me remettre à la thèse, parce qu'en fait, je vois que j'ai pas avancé. J'ai fait une dizaine de pages, bon, en fait, il y a plus que ça, mais je suis loin de la fin. Mais merci de ne pas m'accabler, c'est déjà suffisamment. Oh là là, j'ai le moral à zéro là pour démarrer, c'est horrible. Mais voilà, c'est pour ça que je me dis que ce petit rendez-vous quotidien là sur la thèse peut être vraiment bien. Ça ne veut pas dire que je vais le faire systématiquement, que je vais tout rédiger en live, mais je me dis que c'est une bonne chose. Je me dis que c'est une bonne chose. Donc on va essayer de mettre ça, fixer ça un quotidien, genre 9h30 tous les matins, et puis on voit. Je ne voyais pas 9h30 parce qu'avant, comme j'ai certaines obligations familiales, j'ai ma fille amenée chez la nounou et tout ça. J'ai un papier là, je sais pas ce que c'est. On va découvrir ensemble. Oh oh, un papier que je vais mettre à la poubelle. Non. Ah ben non. Surtout pas. Oui, j'ai un papier qui traîne. Pourquoi? Donc, je sais plus ce que je disais. Oui, un rendez-vous quotidien. J'ai ma fille amenée à l'école, l'école chez la nounou, puis après j'aurai un amené à l'école, donc je peux pas commencer direct. Puis temps de me préparer un café. Voilà, allons-y. Alors. Voilà. Donc là, le texte d'appui, ça va être dans les moments musicaux. C'est un livre que j'ai en e-pub qui doit être... Mince, où est-ce qu'il est? Je sais pas la version papier, mais c'est très bien. C'est tant mieux, comme ça on va peut-être pouvoir le lire. Je vais peut-être faire une lecture avec vous, comme ça je vais me le remettre dedans. On va faire une lecture, ça peut être bien ça. Théodore Adorno, je vais prendre retrouver le texte, excusez-moi. L'adieu à la sonate. C'est un texte aussi qui a été écrit par un universitaire au sujet. C'est par Jean-Philippe Guy, il faudrait que je le lise aussi. Ah mais oui, celui-là il faut que je le lise aussi. Là. Il était devenu de la sonate dans ce deuxième mouvement, cet énorme mouvement s'était achevé à jamais. Et lorsqu'il me disait la sonate, il n'entendait pas désigner uniquement celle-ci en mineur, mais la sonate en général en tant que genre, en tant que forme d'art traditionnel. Elle avait été amenée ici à sa fin, à faire une fin. Elle avait rempli son destin, accompli son but insurpassable. Elle s'abolissait, se dénouait, elle prenait congé. Le signe d'adieu du motif ré, sol, sol, adouci mélodiquement par lutte dièse, était un adieu dans ce sens général aussi, un adieu comme l'œuvre, l'adieu à la sonate. Je vous invite à l'écouter l'opus 111 de Beethoven, qui est sonate pour piano, qui a une particularité que notre sonate est en 3 parties, celle-ci est en 2 parties. Et donc Thomas Mann développe, à travers le personnage de Cyrano Zeitblom, développe toute une explication sur
pour expliquer qu'il n'y a que 2 mouvements dans la sonate et non pas 3. Et j'étais en train de vous chercher le texte original fragments musicaux, parce que c'est ça qui m'intéresse, mais il faut que je lise absolument, il faut que je relise ce texte-là, de l'adieu à la sonate. C'est un article qui fait une quinzaine de pages, une vingtaine de pages presque. Ok. J'ai téléchargé je ne sais combien de fois cet article, document, article capture, à trier, document, trier, c'est de l'administratif, ça. Ah, putain, ça m'agace. Il faut que je relise ça aussi, document. Ouais, ça sera bien pour la partie d'après. Je vais m'appuyer. Mais oui, je suis couillon, donc c'est bon. Je vais noter ça. Hop, thèse. Notes diverses. Il va falloir que je retrouve mes notes aussi. Il faudra que je fasse ça parce que j'ai plein de notes prises un peu partout. Notes en vrac. J'en ai pas. Pour. Et je vais mettre le texte ici. Je vais insérer le PDF ici. J'utilise Notion depuis peu de temps sur les conseils d'un ami. Et c'est vachement bien Notion en fait pour prendre des notes et parce que vous pouvez intégrer des. Alors c'est pas le seul truc de prise de notes à faire ça, hein. Mais on peut intégrer des fichiers, on peut intégrer des tas de choses. Et là voilà, du coup j'ai sur Notion, j'ai directement mon truc, mon PDF dedans. Je peux même agrandir l'écran, c'est absolument génial. Hop, et puis je peux télécharger, visualiser, etc. Donc c'est vraiment cool. Hop, voilà, comme ça c'est fait. Comme ça, je vais pouvoir. Et là, l'autre chose que je voulais faire, eh ben, c'était, oui, toujours trouver ce e-pub. Formation, livre Faustus. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un texte. Ah oui, j'avais commencé à scanner le Dr Faustus. J'ai abandonné parce que c'est trop long. Sonate Beethoven par. Ah oui, c'est ça, je vais déjà aller voir. Ça, c'est le texte de Charles Rosen, dont je parle au début. De cette inscription, non. Tu as la sonate en plusieurs exemplaires. Est-ce que j'ai besoin d'avoir ce texte en plusieurs exemplaires? Non. Donc je vais supprimer, ça va faire un peu de tri. Alors, document. J'ai déjà pris vrac. Mince, où est-ce que j'ai mis ça? Oh. Moments musicaux, où est-ce que je l'ai téléchargé? Les moments musicaux d'Adorno. Va falloir que je le retélécharge encore. Non, il doit être forcément sur mon disque dur, en 50 ou 60 exemplaires. Bureau. Bonjour. Hop, bureau, fourre-tout, musique à trier. Livre numérique. Normalement, j'ai un dossier avec livre numérique, mais je sais pas pourquoi c'était. Je sais pas. Des fois, je suis vraiment brouillon.
Ça m'agace comme je suis des fois bordélique. C'est chiant d'être soi. Parfois. Je vérifie, est-ce que vous êtes là? Non. Je vais juste aller jeter un œil voir s'il y a du monde sur le live. Oui, là je suis désolé, vous essuyez un peu les plates parce que je suis en train de m'y remettre. Alors forcément, c'est un peu le bordel parce que j'ai plein de documents dont j'ai besoin et que j'ai sous les yeux et que je n'ai plus sous les yeux. C'est très frustrant parce que en fait, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas sous les yeux. Ça devrait être sous mes yeux quelque part. À trier, non, ça. Oh là 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 là. Vous savez, c'est le moment exact. C'est vraiment le moment où on a envie d'abandonner. On a envie enfin, abandonner pour aujourd'hui, comme. Et là, non, faut pas. Euh... Alors, bureau. Ah, j'ai plein de séances photos aussi à virer de mon disque dur pour faire de la place. Parce que j'ai mon. Alors, est-ce que j'ai ça? Moments musicaux. J'ai les projets d'album photo. Oh là là. À trier. Mise à jour. Documents. E-book. Rachat. Dev perso musique. Après prof. Ah, mon CV il est arrivé là, tiens, c'est marrant. Je comprends mieux des choses. Non, non, c'est. J'ai un CV en plusieurs exemplaires que j'ai mis à des endroits totalement je sais pas quoi là. Bon bah c'est pas grave, je vais aller le retélécharger, j'oublie tout le temps. Oh. Ah non, j'ai envie de pleurer là. J'ai envie de pleurer. Je suis désespéré. Oh là là. Genre comment perdre une demi-heure pour rien quoi. Et pourtant je suis pas si mal organisé. Enfin, je suis pas un type hyper organisé, mais je suis pas si désorganisé que ça non plus. Du coup, c'est un peu désespérant. Ouais, ouais, ouais. Ah là là. Du coup, c'est un peu désespérant. Heureusement, je suis tout seul. Heureusement, je suis tout seul. Sur le chat. Sur le live. Mais bah, vous allez voir le replay. Hein. C'est une gabegie totale, comme dirait d'autres. Comme dirait un streamer qui monte du Lego. C'est une honte. C'est lamentable. Non, non, il faut que je retrouve ce truc. Ah, e-book, c'est bon. Alors, on est dans essai ou dans philosophie. Essai. Non. Note sur Balzac de François Bon. Mais non. Faust. Non. Alors, on va chercher en philosophie. Correspondance Elisabeth avec Elisabeth Descartes. Je sais pas qui c'est cette Elisabeth Descartes. Métaphysique, méditation métaphysique. L'origine de la tragédie. Le monde comme volonté et comme représentation du monde. Et comme représentation, pardon. Sur le concept d'histoire. Ça, c'est Benjamin. Premier bouquin de Benjamin que j'ai lu. J'ai fait un. C'était pour le master. J'avais fait j'avais un petit truc à écrire sur l'histoire et j'avais choisi ce livre en ne comprenant pas trop où je mettais les pieds et j'en suis ravi. Maupassant, Pierre Pelot. Non. Oh, mais où est-ce que j'ai mis ça? Non, mais vous savez ce qui est rageant, c'est que je l'ai téléchargé au moins 2 fois. Et qu'à chaque fois, je sais pas où je l'ai mis. Il doit être forcément sur mon dossier thèse, quoi. C'est pas possible. Ah, moi, je l'ai mis dans mon truc de rédaction. Ça se trouve, il est tout prêt. Thèse. Ah oui, il est peut-être dans le dossier thèse, tout simplement. Non, non, mais je suis allé voir quand même. Rédaction, est-ce que je l'aurais pas mis là? Partie 1. Document de travail. Non. Mais je suis couillon.
C'est bon, je l'ai trouvé. Youhou! On va refaire une petite lecture, comme ça on va le faire ensemble. Oh non, mais qu'est-ce que je suis couillon. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Mais c'est lamentable. C'est bon. Allez, on y est. Youpi. Allez, donc je vais le mettre en lecture sur le Miaou. Alors, je voulais juste aller sur mon outil de stream pour voir un peu qui est là. Studio vidéo. Hop. Bon, la qualité est pas top, mais on va faire avec. Donc, moments musicaux, et on est dans le style tardif de Beethoven. Alors, je vais aller chercher. Le texte est assez court, il est 1937. J'ai dit honneur de stream. Voilà, c'est parti. Hop. Voilà, c'est parti. Alors, allons-y. Hop, je mets sur pause. C'est pas la peine. Voilà. C'est pas la peine que je regarde mon stream en même temps que je le fais, parce que sinon ça va. Oh! Utilisateur, il y a du monde, mais je pense que personne s'intéresse. Dans tous les gens qui sont affichés dans le chat, je pense qu'aucun d'entre vous ne s'intéresse vraiment au style de Beethoven, au style tardif de Beethoven, donc on va le lire quand même. Hein. Allez, oh. Alors, donc les livres, on va reprendre le truc PDF. Ok, propriété, document de travail. Moments musicaux, et voilà, c'est parti. Rogner à droite, rogner à gauche, c'est pas grave. Hop. Voilà. Je vais le... Propriété. Voilà, comme ça vous allez la voir en entier. Alors je commence à lire le style tardif de Beethoven. Chez les grands créateurs, la maturité des œuvres tardives ne se compare pas à celle d'un fruit. Elles sont rarement rondes et lisses, mais pleines de rides, voire déchirées. Leur goût n'est pas sucré, et avec leurs épines, leur amertume, elles se refusent à être simplement goûtées. Hop. C'est pas mal comme ça. Là vous avez l'ensemble, et à droite je vais aussi supprimer un petit peu. Hop. Hop, non, vous n'avez pas tout encore. 300, 200. Bon, écoutez, on va pas mettre du tout de marge à droite. Hein. À gauche, on va augmenter un petit peu. Et on va être bien. Oui. Ouais. Ok, super. On va pouvoir agrandir et voilà, juste à la taille de la page. Super. Donc, voilà. Je suis arrivé. Il leur manque cette harmonie d'une esthétique néoclassique qu'une harmonie néoclassique a coutume d'exiger d'une œuvre d'art, et elle porte davantage la trace de l'histoire que celle d'une croissance. D'habitude, l'opinion courante explique cela par le fait qu'elle serait les produits d'une subjectivité, ou plutôt d'une personnalité qui se manifesterait sans scrupule et qui, pour sacrifier à l'expressivité, briserait les rondeurs de la forme, transformant l'harmonie en dissonance douloureuse et refusant la séduction sensuelle au profit de la tyrannie souveraine de l'esprit enfin libéré. On en renvoie ainsi l'œuvre tardive vers les frontières de l'art pour la rapprocher du document, et en effet, il manque rarement dans les commentaires du dernier Beethoven quelque allusion à sa biographie et au destin. C'est un peu comme si la théorie de l'art, confrontée à la dignité de la mort humaine, voulait renoncer à ses droits et abdiquer devant la réalité. Donc en fait, ce qu'il nous dit là, c'est tout simplement que... Ce qu'il nous raconte, c'est que au final, on a tendance à penser que ce qui fait la particularité des œuvres tardives d'un compositeur, ça va être le fait que c'est un aboutissement en fait sur tout un trajet qui consiste à libérer en fait sa créativité
Et que excusez-moi, et que le comment dire, ce qui pourrait résumer en fait cette œuvre tardive, c'est le fait qu'elle soit très tournée sur le fait, enfin que d'une des manières dont ça se manifeste, c'est le fait que les barrières, les conventions sont renversées. Parce qu'en fait, justement, le compositeur n'aurait plus grand chose à faire des barrières, et c'est ce qui explique aussi qu'on a tendance à vouloir expliquer la créativité, la manière de travailler d'un compositeur d'un autre artiste d'ailleurs, hein, pour un écrivain c'est la même chose, on a tendance à expliquer son œuvre finale par sa biographie en disant c'est parce qu'il a vécu ça, c'est parce que c'est cela, et c'est une tendance qu'on a toujours tendance à faire. Je ne sais plus qui c'est, d'Adorno ou de Boulez qui disait ça, mais il y a une phrase que j'aime bien, enfin après je sais pas si elle est explicitement pensée et écrite comme ça, mais disant que le compositeur est le déchet de son œuvre. En gros, l'œuvre elle dépend pas du compositeur. Alors ça peut paraître un peu mystique comme ça, mais c'est pas le cas, hein. Elle dépend pas de lui au sens où la composition finale n'est pas que le fruit de son histoire, et que ça ne dépend pas que du compositeur, ça dépend aussi d'un fruit d'une histoire tout court. Quelque chose, il y a quand même une filiation, pas une filiation, mais une direction historique derrière, qui est indépendante de l'auteur, mais dont l'auteur a subi forcément les conséquences, enfin les influences. Voilà. Donc ça c'était pour ce premier paragraphe, donc on se remet un peu ça dedans pour continuer le travail. En fait, c'est sur ce texte que appuie le chapitre 8, je crois, que je ne me trompe pas, du Docteur Faustus. Alors, comme il n'est pas numérisé, je ne vais pas pouvoir le mettre sous les yeux. Hop, alors. Et évidemment, le roman, c'est le truc où j'ai pas osé de mettre de marque-page. Mais je ne veux pas de loin. Les conférences de Wendell Kretschmar. Ouais, je retrouverai ça tout à l'heure, c'est pas très grave, on va continuer à le lire. On ne saurait expliquer autrement que personne on ne saurait expliquer autrement que personne ne se soit jamais vraiment formalisé de l'insuffisance d'une telle approche, qui devient patente dès que l'on considère l'œuvre elle-même et non ses origines psychologiques, car il s'agit de connaître sa loi formelle. Et si l'on se refuse à franchir la ligne qui sépare l'œuvre du document, au-delà de laquelle, il est vrai, chaque carnet de conversation de Beethoven sera plus significatif que le quatuor en do dièse mineur, en tout cas, la loi formelle des œuvres tardives est ainsi faite qu'elle ne se résume aucunement à la notion d'expression. Voilà. Il y a chez le dernier Beethoven des formes hautement inexpressives, distanciées, si bien qu'on a pu y lire aussi bien de nouvelles constructions objectives, vistes et polyphoniques qu'une subjectivité qui ne prenait plus aucune précaution. Ce caractère déchiré n'est pas toujours celui d'une résignation à la mort ou d'un humour démoniaque. Il est très souvent énigmatique en soi et perceptible même dans les pièces joyeuses, voire idylliques. Cet esprit non sensuel ne recule pas, en effet, devant des indications comme cantabile et compiacevole ou andante amabile, et on ne saurait relier directement cette attitude au cliché du subjectivisme. De façon générale, la subjectivité opère dans la musique de Beethoven, comme chez Kant, non pas en brisant la forme, mais au contraire en la produisant. La Passionata fournirait ici un exemple parfait, sans doute plus dense, plus arrondi, plus harmonieuse que les derniers quatuors, mais aussi d'autant plus subjective, plus autonome, plus spontanée. Pourtant, les dernières œuvres lui sont supérieures par leur secret même. En quoi réside-t-il ? Pourquoi ? Alors là, il compare un petit peu la période avant la période tardive, à la dernière période, justement, où alors qu'on imagine que plus le compositeur avance dans son travail, et plus il va vers une forme de subjectivité. Et là, en fait, ce que dit Beethoven, c'est que ce que dit Adorno, c'est que au contraire, quand il arrive sur sa dernière période, il revient en quelque sorte en arrière. Il revient vers quelque chose de moins subjectif. Et pourtant, il y a quelque chose en plus dans ces œuvres-là.
Seule une analyse technique des œuvres en question pourrait nous aider à réviser la conception courante de style tardif. Elle devrait s'arrimer surtout à une particularité que l'opinion commune ignore obstinément, le rôle des conventions. Et ça va être hyper important, et je pense que c'est une question qui dure encore aujourd'hui, et ça, c'est une question qui va aussi affleurer dans le roman de Dr. Faustus, puisque en fait le gros problème qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait des conventions. Est-ce qu'on les respecte ou est-ce qu'on essaie de les renverser, surtout quand le langage arrive à une limite. On a parfaitement repéré celui-ci chez le dernier Goethe. Alors il y a une note, la note 2, la note 1, elle est où? Ah, ça doit être dans un chapitre précédent, parce qu'il n'y avait pas de note 1. Bon. Comme le signale Rolf Tiedemann dans son édition de l'ouvrage posthume Beethoven d'Adorno, sur Camp 1994, page 357, qui est en fait la version allemande de ce livre. Alors si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. Beethoven, philosophie de la musique. Et donc c'est l'ouvrage original, c'est une édition de Rolf Tiedemann, je sais pas comment ça se dit précisément, et qui a compilé en fait des fragments que Beethoven a écrit sur ce que Adorno a écrit sur Beethoven, qui est très riche. Voilà. Donc visiblement, les moments musicaux s'appuient sur ce livre-là, parce que tout ce texte, le style tardif de Beethoven, est extrait de ce livre. Enfin, extrait. Enfin, le truc, c'est qu'il me semble que les moments musicaux, c'est une édition qui date du temps d'Adorno, donc je pense qu'il doit être... Enfin, autant ça, c'est une certitude, c'est posthume, hein, le recueil d'articles sur Beethoven, enfin de fragments. Parce que, comment dire, Adorno avait pour projet d'écrire un livre sur Beethoven, chose qu'il n'a jamais faite. Par contre, il a beaucoup écrit sur Beethoven, notamment des tas de choses qu'on retrouve là-dedans, qui n'ont jamais été publiées, ce qui fait que certains textes sont un petit peu obscurs, parce que justement, il fait des références à des choses qu'il n'explicite pas, parce qu'il l'aurait explicité au moment d'écrire. Et donc, voilà, en espérant qu'il n'oublie pas ses propres pensées. Bon, bref, celui-ci avait lu en particulier l'ouvrage sur la langue du dernier Goethe, Zur. Bon, je vais pas vous faire l'offense de vous lire de l'allemand, parce que j'en fais tellement pas que je vais massacrer cette belle langue. Et c'est pas ironique du tout, j'aime beaucoup l'allemand. J'ai une période où j'aimais plus ça, parce que j'avais une prof d'allemand qui m'a traumatisé. J'ai plein de profs d'allemand qui m'ont traumatisé. Je crois que je fais partie d'une génération où tous les profs d'allemand sont traumatisants, en fait. On est sur... Hop. Touk. Ok, alors, on est en train de dire ça. Pour l'instant, est-ce que ça me fait avancer mon schmilblick? Je ne sais pas. Pas trop, mais on se remet dedans déjà. Ça sera déjà pas mal si on se remet dedans aujourd'hui. Comme ça, demain, bon, passons. Alors, ouais, aujourd'hui, on va faire long un peu. On va faire 2 heures. Mais c'est dommage que je suis mal organisé. Bon, peu importe, on en reparlera plus tard. Voilà, on a parfaitement repéré celui-ci. Voilà, on a parfaitement repéré celui-ci, le rôle des conventions, donc, chez le dernier Goethe, ou le dernier Stifter. Je connais pas. Ça doit être une sorte de petit gâteau apéritif, je sais pas. Voilà, je vous le surligne. Hop, peut-être. Oh. Mais on le retrouve tout autant chez Beethoven, représentant le présumé d'une attitude radicalement personnelle. La question gagne alors en acuité, puisque c'est le premier commandement de toute attitude subjectiviste que de ne pas tolérer les conventions et de refondre celles qui sont incontournables selon les impulsions de l'expression. En fait, ça sous-entend que ces compositeurs-là, ou créateurs, ou auteurs comme Goethe, en fin de carrière, finirait par faire exploser toutes les conventions en disant non, de toute façon, on veut plus suivre vos règles de merde, et puis on fait ce qu'on veut, et puis de toute façon, on est vieux, et on vous emmerde, et on a déjà, de toute façon, on n'a plus rien à prouver. Ce qui, bon, soi, n'est pas absurde de penser des choses comme ça, mais on verra que c'est plus complexe. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ce gars-là?
Or, c'est justement le Beethoven de la deuxième manière qui avait attiré les figures d'accompagnement traditionnelles dans une dynamique subjective en formant des voix intermédiaires latentes, en jouant de leur rythme ou de leur tension par d'autres moyens encore, afin de les plier à des intentions, voire, comme dans le premier mouvement de la cinquième symphonie, en les déduisant de la substance thématique elle-même pour les arracher à la convention grâce à cette singularisation. Donc il y a bien eu quelque chose chez Beethoven comme ça qui indiquait qu'effectivement il essayait de se détacher de la convention. Voilà. C'est son droit, tout à fait le droit de vouloir se détacher des conventions comme j'ai le droit de bailler. Voilà, et je vous embête. Je vous emmerde, mais non. Non, mais restez, partez pas. De toute façon, vous n'êtes pas là, donc c'est pas grave. Oh, oh, oh. Non, mais ce qui est bien, c'est que là, je fais un live, mais comme ça, comme je vais en faire plein, du coup, je vais devenir un partenaire à Twitch et je vais avoir plein d'avantages. Je vais pouvoir gagner des thunes. Pardon, excusez-moi, je délire totalement. Alors, qui est là? Toujours personne. Ha, bande de traîtres. Je suis le seul viewer de mon propre live. Non, mais il y en a peut-être parmi vous qui sont pas inscrits et qui sont en train de regarder le live. Bande de traîtres. À cause de vous, j'ai pas les statistiques. Inscrivez-vous sur Twitch. Il n'y a rien à payer, sauf si vous voulez faire des dons, mais c'est pas le but du jeu. Donc, c'est pas pour ça. Je vais vous faire si vous. Alors, tant que j'y suis. Parce que j'ai l'air bourré, mais je suis juste fatigué. Je suis juste fatigué, et puis c'est vraiment. C'est atrocement. Après, ce texte est super intéressant, donc ça permet de se remettre dedans. J'ai un peu froid aussi, je vais peut-être mettre du chauffage. Je vais mettre du chauffage, je reviens, je vais mettre du chauffage. Je vais écrire, je suis parti revenir. Je sais pas comment on fait pour écrire un truc comme ça qui va s'afficher. Et. Non, je sais comment je vais faire. Je vais ouvrir un document Office. Hop. Ah, je vais aller tout en bas de mon document. Hop, je vais faire un nouveau document. Hop, document texte. Je suis parti mettre du chauffage. Non, mais c'est con. Oh, pourquoi je m'embête à faire ça? Pardon. Je reprends mon texte. Je sais plus ce que j'ai en train de dire, moi. Mon convention, tout ça, blabla. Alors, merci, il est où? Voilà, moments musicaux. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que je sais plus. Donc, se plier à 5 symphonie en disant que il en va autrement chez le Beethoven de la fin, c'est-à-dire qu'il ne va pas chercher justement à casser ses conventions, hein, et il ne faut pas s'y tromper dans le fait qu'il y ait deux mouvements dans la sonate opus 111, ça ne veut pas dire qu'il a cherché à casser et à rompre avec les conventions, pardon. Grâce à l'insécurisation, il en va tout autrement. Il se sert d'une syntaxe aussi singulière que celle des dernières sonates pour piano. On rencontre partout, enchâssées dans le langage formel, des formules et des expressions toutes faites de la convention. Elle regorge de successions de tris décoratifs, donc ça c'est extrêmement répandu, des cadences et de fioritures. Souvent, la convention y apparaît à nu, sans transformation, sans déguisement. Le premier thème de la sonate opus 110 présente même, sans complexe, donc là on est sur la sonate précédente, sans complexe, un accompagnement rudimentaire en double croche que le Beethoven de la seconde manière n'aurait guère toléré. Donc en fait, il fait des choses qu'il considérait dans sa deuxième période comme vraiment plus très intéressantes, parce que justement trop conventionnelles, il finit par les refaire dans cette troisième période. Alors c'est pas tout à fait la même chose, mais vu qu'on est dans le thème, il y a ouais, donc c'est pas la même chose, mais d'une certaine manière, même chez Schoenberg, il y a un retour en arrière comme ça sur sa dernière pièce, ou alors qu'il avait essayé pas de rompre, mais de mettre de côté, on va dire, le système tonal pour le dodécaphonisme sériel. Finalement, il revient dessus et il l'utilise dans Survivant à Varsovie, je crois que c'est le titre de l'œuvre exact. Je sais jamais si c'est Les Survivants de Varsovie ou Un Survivant à Varsovie, un truc comme ça. Je ne suppose aucun des deux. Mais où justement il fait revenir un petit peu de musique tonale. Est-ce que ce serait pas l'opus 42? Je vais regarder ça tout de suite. Mon ami Google, dis-moi tout, Google. Hop. Le live est excellent, me dit Twitch. Ça veut dire que en fait, je fais un très bon live. Non, ça veut dire que la connexion est pas mal. Alors, Survivant, Varsovie. Bon, vous vous doutez un petit peu de la... Hop, opus... Opus 42. Est-ce que ça serait ça? Ou 41.
Eh non, c'est pas ça. Un survivant. Ah, c'est le plus 46, j'étais pas loin. Un survivant de Varsovie, voilà, c'est ça. J'étais pas loin de Schoenberg. Bon, passons. Je reviens à nos moutales. Donc, donc fioriture, souvent la convention est apparaît nue, ça je l'ai lu. La dernière bagatelle comporte des mesures d'introduction et de conclusion qui sont celles du prélude confus d'un air d'opéra. Et tout cela au beau milieu de croches minérales les plus dures du paysage polyphonique et les mouvements les plus ténus d'un lyrisme hermétique. Aucune exégèse de Beethoven, ni sans doute d'aucun autre site tardif ne saurait nous satisfaire si elle explique ces fragments conventionnels seulement de façon psychologique, comme une indifférence à l'apparence. Car l'art trouve toujours son essence uniquement dans l'apparence. Le rapport entre les conventions et la subjectivité doit lui-même être compris comme la loi formelle qui fait naître la teneur des œuvres tardives, pour autant qu'elles veuillent signifier davantage pour nous que des reliques touchantes. Parce qu'il y a le caractère historique, évidemment, mais il y a aussi les tensions internes liées à l'œuvre d'art elle-même, dans le sens où une convention a ceci d'assez étrange, qui n'est pas forcément si évident que ça, mais c'est que la convention va permettre de faire ressortir des choses qu'on n'aurait pas lorsqu'on on essaye obstinément de casser la convention. Or, ces lois formelles se manifestent précisément dans la pensée de la mort. Si les droits de l'art prennent fin face à la réalité de la mort, celle-ci ne peut assurément s'intégrer immédiatement dans l'œuvre comme son sujet. Imposée aux créatures et non pas aux œuvres, la mort apparaît depuis toujours dans l'art de manière détournée en tant qu'allégorie. Une interprétation psychologique passe à côté de cela, en déclarant que la subjectivité mortelle est la substance de l'œuvre tardive, elle espère pouvoir saisir sans reste la mort dans l'œuvre d'art. Voilà le couronnement trompeur de sa métaphysique. Elle remarque certes la violence explosive de la subjectivité au sein de l'œuvre tardive, mais va la chercher dans la direction opposée à celle qu'elle suit dans l'expression de la subjectivité elle-même. En vérité, mortelle elle-même, et au nom de la mort, la subjectivité disparaît de l'œuvre. Dans les œuvres tardives, la violence de la subjectivité, c'est le geste de sursaut avec lequel elle quitte les œuvres. Vous voyez, comme, mais même dans ce texte-là, alors la traduction, je ne saurais même pas dire si elle est excellente ou pas. D'ailleurs, je remarque que le traducteur n'est pas noté ici. Je ne sais pas si se sont appuyés sur non, je vais dire une grosse bêtise. Non, j'en dis rien. Mais la traduction est de qui? Bon, peu importe, parce que si je vais regarder qui est... Enfin non, c'est pas peu importe. Non, non, si tu me regardes, Guillaume, c'est pas peu importe. Mais ce que je voulais dire, c'est que je vais avoir du mal à retrouver ma page si je pars. Ah là là, l'excuse, mais c'est lamentable, monsieur. Vous êtes une honte pour l'université. Moins une honte quand même qui se passe actuellement avec l'université de Lorraine qui est en train de faire un caca tout mou, tout bizarre à cause du fait qu'ils ont un enseignement d'homéopathie. Alors je suis un peu méchant, mais je pense que c'est un malentendu, enfin j'espère. Mais voilà, il y a des gens qui enseignent l'homéopathie à l'université dans la filière de pharmacologie. Ça fout mal quand même. Alors si c'est évidemment pour expliquer que ça marche pas et que l'homéopathie c'est au mieux un placebo, vraiment au mieux, hein. Sachant que si on prend l'homéopathie pour un truc un peu sérieux et qu'on se soigne pas, bah, ça fait que ça aggrave les symptômes mécaniquement puisque en fait on se soigne pas. Donc bon, après il y a des trucs qui passent avec le temps, mais peu importe, c'est pas ça dont on va parler, mais dans les œuvres tardives, la violence de la subtilité, celle du sursaut, elle va exploser pour... Non. Elle les fait exploser non pour s'exprimer, mais pour se défaire de manière inexpressive de l'apparence illusoire de l'art. Des œuvres, elles laissent derrière elles de simples débris, elles ne se communiquent plus qu'à travers des creux, comme au moyen d'un langage chiffré. Vous avez vu un petit peu aussi comment c'est fort comme passage, parce que en fait, ça signifie que la personne, enfin en fait, la subjectivité, de manière un peu grotesque et caricaturale, la subjectivité de l'auteur, c'est finalement c'est une chose qui va
être difficilement perceptible dans l'œuvre, mais elle existe en creux. Et que cette subjectivité, dans tous les cas, elle va disparaître à un moment ou à un autre. Quand l'auteur, le compositeur meurt, la subjectivité part avec. Et que la force de cette question du... Je vais noter ce passage, parce que là, il me plaît vraiment. Je vais noter ça. Ouais, il me plaît vraiment. Ouais, ça me plaît bien, ça. J'aime vraiment beaucoup l'idée que le fait que l'auteur n'apparaisse plus qu'en creux derrière. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui se passe avec Beethoven. Là, c'est... Ah, si j'avais une notion pour... Hop. Est-ce qu'il y a un truc pour citation? Oh, c'est beau. Ah, yes. Alors. Ouais, c'est vraiment bien. Ce passage, je l'aime bien parce qu'en fait, il illustre parfaitement la démarche d'Adrian Leverkühn aussi, en fait. Parce que c'est la question que pose aussi le décaphonisme sérieux, c'est aussi cette question de subjectivité. Et en fait, l'idée, c'est d'arriver pour que l'œuvre reste... je sais pas comment vous expliquer ça. Il faudrait que, en fait, pour qu'il reste une trace de cette œuvre et à la rigueur de la subjectivité dans l'œuvre, si cette subjectivité est trop centrée sur elle-même et qu'elle y est encore, elle disparaît avec la mort du compositeur. Par contre, il se passe quelque chose, c'est que si l'aspect conventionnel, ou en tout cas l'aspect objectif de la musique est très fortement ancré, et que la composition, évidemment, est faite pour ce qui va rester de vous en tant que compositeur, enfin en tout cas, c'est pas de vous en fait, c'est plus subtil que ça, mais ce qui va rester du compositeur, voilà, du compositeur et pas de vous en tant que compositeur, ou ce qui va résister du compositeur des œuvres de Beethoven et pas de Beethoven, cette part de subjectivité justement va plus être apparente dans l'œuvre. C'est-à-dire que si, je vais dire un truc tout bête, hein, mais si vous avez été triste et que vous avez composé une musique triste, alors vous êtes mort, le fait que ce soit triste n'a plus d'importance. Par contre, derrière, si dans le langage que vous avez employé, vous avez réussi à... Je sais pas, c'est vachement... Enfin, moi, je suis vraiment perplexe devant le... Comment expliquer ça? Parce que... Ah, zut, je suis perdu. Moi, je vois parfaitement ce que c'est, mais alors l'expliquer, ça me perturbe. Ça me perturbe énormément. Mais bon, je garde cette phrase parce qu'elle correspond aussi. Moi, je vois des images très claires là-dessus, mais... Parce que justement, c'est un truc incommunicable, c'est un truc qu'on ne peut pas... qui peut pas vraiment Il y a quelque chose qui reste, voilà. Pour l'instant, on peut dire juste des choses comme ça. Il y a quelque chose qui reste de la subjectivité du compositeur, mais c'est pas quelque chose qui apparaît explicitement. C'est quelque chose qui n'apparaît qu'en creux. Et d'où peut-être l'intérêt d'être capable de maîtriser le jeu autour du matériau et de la convention, en fait, pour réussir justement à faire apparaître après en creux tout ça. Et est-ce que c'est un but en soi? Je ne sais pas. Hein. Mais en fait, c'est ça qui va rester de Beethoven, c'est justement à savoir comment, à partir de ce qui est conventionnel, il arrive à faire en sorte que justement ça soit du Beethoven, que ça soit reconnaissable. Et tout à fait, et complètement indépendant justement de la part psychologique de l'histoire de la personne. C'est intéressant ça. D'où la surabondance de matériaux dans le dernier Faust, donc là on revient à Goethe, et des années de pèlerinage de Wilhelm Meister.
D'où encore, d'où encore les conventions que la subjectivité ne pénètre et ne domine plus, mais laisser. Alors le dernier Faust, c'est bien évidemment, ça doit être. J'imagine qu'il pense à Faust 2, que j'ai lu il y a fort longtemps, mais qui est assez raide. Hein, j'avoue que j'ai pas. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça sera assez accessible, mais pour moi, c'est un peu dur. Je vais voir s'il y a du. Je vais peut-être réannoncer qu'on est sur la thèse là. Bon, et vous voyez, je suis vraiment content. En fait, c'est pas inutile ce que je suis en train de faire. Et je pense que ouais, c'est bien. Je repère un passage que j'aime bien. Là. Ça fait une belle citation. Euh, hum, je vais aller remettre un lien. Non, mais c'est bien de pouvoir échanger aussi. Après, même tout seul, je m'éclate. Hein. Oh là 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 là. Je suis venu sur Twitter pour mettre un tweet pour dire que j'étais sur Twitch. Et je viens de tomber sur une vidéo qui... Comment dire que je sais pas, je veux rien dire dessus. Je veux éteindre Twitter. Et je veux mourir. Ah. Non. Euh, euh, voilà. Ah, il y a des gens qui ont liké. Est-ce que tu es là? Personne qui a liké ma publication sur Facebook. Peut-être, mais tu n'es pas inscrite sur Twitch, c'est pas grave. Je vais essayer d'être... si tu es encore là, je vais essayer de continuer. Mais je reviens un petit peu sur ce que je disais. Sur la lecture, quand la subjectivité s'évade, des éclairs de convention retombent. En tant que débris, délabrés, abandonnés, ils se transforment finalement eux-mêmes en expressions n'indiquant plus d'un rayonnement le moi isolé, mais l'essence mythique de la créature et de sa chute, dont les œuvres tardives sculptent en quelque sorte symboliquement les degrés en instant immobilisés. Là, c'est un truc qui a été très important dans mon master et que je vais peut-être le garder ce passage en fait. Je vais peut-être garder ça en plus aussi dans ma dissertation, je vais voir. Parce que c'est vraiment intéressant ce passage, parce qu'en fait, ce qu'il explique en gros, c'est que, en fait, ce qui va rester, c'est quelque chose qui va plus concerner. Cette subjectivité qui est restée, c'est plus quelque chose qui concerne uniquement ni l'individu qui, a, qui est créateur de l'œuvre, mais ni les conventions qui ont régi cette œuvre, mais c'est quelque chose d'assez universel en fait. C'est à la fois subjectif parce que ça vient d'une personne, mais il y a un équilibre suffisant qui a été trouvé. Alors je sais pas si c'est un équilibre, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas un dialogue avec la convention telle que tiens, on voit. Excusez-moi, mais je crois que ah non, c'est bon. Un dialogue tel qui a été amorcé avec la convention que en fait, ce qui va une fois qu'on a retiré, qu'on a enlevé les éléments conventionnels et que on a réussi à garder que ce qui naît grâce à cette convention, puis évidemment avec le talent d'écriture des compositeurs et autres, ce qui va rester, c'est finalement quelque chose de très universel et qui finalement, c'est donc ce que dit Adorno, hein, qui est en creux et qui est euh, qui est quelque chose qui est commun à tous les humains en fait. Quelque chose qui est commun à tous les humains et qui dépasse et de loin nos préoccupations individuelles, mais qui reste justement une préoccupation. En fait, ça paraît abstrait dit comme ça, mais en réalité, quelque chose de très concret. C'est notre rapport à la mort, c'est notre rapport à... Parce que ça, c'est ce qui régit évidemment notre vie. Enfin, notre vie, elle est calée et calquée sur notre rapport à la mort, qu'il soit dans un rapport positif, qu'il soit dans un rapport négatif, qu'il soit dans un rapport de soumission à la peur de la mort, qu'il soit dans un rapport au contraire de tentative de dominer cette peur. Dans tous les cas,
Ça, c'est quelque chose qui est général. C'est-à-dire qu'on veuille ou non, on est condamné en fait à gérer notre vie par rapport à ça. C'est le principe de la manière dont on vit, la retraite, le fait d'arrêter de travailler à un moment, le fait de se ménager quand on travaille trop, le fait de se mettre en arrêt quand on est en burn-out, c'est aussi un rapport à la mort. Parce que si on continue à travailler en burn-out, c'est le risque réel qui existe. Ne serait-ce que tomber malade à cause de la fatigue, avoir des problèmes de cœur, des problèmes cardiovasculaires, enfin il y a plein de choses comme ça. Là, je pars peut-être un peu loin, mais c'est aussi ça qui est derrière. Donc, je vais aller juste compléter la citation de tout à l'heure par ce passage. Voilà. C'est vraiment bien, les livres audio, l'audio, n'importe quoi, les e-pubs. Parce que ça permet justement d'aller assez vite. Alors, l'instant immobilisé. Donc, et puis, cette dernière partie, alors, on a passé pas mal de temps sur ce petit texte, mais en fait, il est important. Parce que en fait, Thomas Mann s'appuie sur ce document pour développer le texte pour développer son chapitre sur Beethoven. Ainsi, les conventions deviennent expressives chez le dernier Beethoven en tant que représentation nue d'elle-même. La nouvelle concision de son style, souvent remarquée, remplit cette fonction-là. Elle ne veut pas tant purger le langage musical des formules toutes faites que libérer celles-ci de l'illusion que le sujet les maîtriserait. La formule libérée, détachée de la dynamique, parle pour elle-même. En fait, il casse le lien entre le compositeur et ce qu'il a composé. En fait, le fait qu'on s'appuie sur les conventions fait qu'on se détache de quelque chose dont on n'est pas le maître, en fait. C'est intéressant, ça. Formule libérée, détachée des dynamiques, pas de problème, mais cela uniquement en cet instant où la subjectivité, sur le point de s'enfuir, passe à travers elle et l'illumine soudain de son intention. D'où ces crescendo, ces diminuendo, qui apparemment indépendants de la construction musicale, les branlent si souvent chez le dernier Beethoven. Il ne ramasse plus alors le paysage. Maintenant, il ne ramasse plus alors paysage, maintenant abandonné et aliéné en une image. Il l'éclaire de ce feu qu'illumina la subjectivité qui heurte en sa fuite les parois de l'œuvre, obéissant à sa dynamique propre. Son œuvre tardive reste placée sous le signe du processus, mais ce n'est plus un développement. C'est l'étincelle qui court entre deux extrêmes, ne tolérant plus aucun centre sûr, ni aucune harmonie spontanée. Il y a quand même ce truc assez dur de l'intolérance de la spontanéité. Mais je parle de la spontanéité dans le cadre de la musique, hein. Je parle pas de spontanéité plus classique, plus bah non, en fait, c'est la spontanéité, point. Extrême que l'on doit entendre strictement en sens technique. C'est la vie immédiatement au-dessus d'elle, c'est la subjectivité qui soude par la force ces extrêmes. L'espace d'un instant, c'est elle qui charge de ses tensions une polyphonie compressée, qui la brise dans l'unisson, puis s'en échappe, laissant derrière elle le son mis à nu. Et c'est elle encore qui installe la formule conventionnelle comme le monument de ce qui a été et dans lequel la subjectivité pétrifiée se conservera elle-même. C'est très dur ce qu'on ressent, enfin dur au sens solide caillou, ce qu'on ressent dans ce passage-là. Je me demande où est le chat. Parce qu'il pleut et le chat est tout mouillé, ça va être une horreur tout à l'heure dans la maison. Pourquoi j'ai dit qu'on était en live jusqu'à midi, c'est pas grave. Parce que je suis fatigué. Ouais, je vais peut-être aller me refaire un café, je vais revenir tout à l'heure. Je vais aller m'absenter quelques minutes. Je vais vérifier sur Twitter, je tombe encore sur des trucs, faut que j'arrête. Excusez-moi, parce que là, on se dérive, qu'on sorte complètement de notre truc là. Bah non, mais je vais vérifier sur Twitter, et voilà. Venez vous inscrire sur Twitch, si vous n'êtes pas déjà. Parce que c'est bien pour moi, ça me permet de mettre en valeur aussi mon travail quand vous êtes abonné. Quitte à vous abonner avec un faux compte, et puis voilà quoi.
Ça, c'est une possibilité. C'est elle qui charge de ces tensions et de les conseils. Quant aux césures, ces arrêts brusques qui caractérisent tout particulièrement le dernier Beethoven, ce sont des moments de cette fuite. L'œuvre se tait à l'instant où elle est abandonnée et où elle retourne ses creux vers l'extérieur. C'est alors seulement que le fragment suivant s'enchaîne, cloué là par une subjectivité qui s'évade et liée à la vie ou à la mort, au sort du précédent. Car le secret gît entre deux fragments et ne peut être invoqué autrement que par la figure qu'ils forment ensemble. Voilà qui éclaire le contresens d'une troisième manière Beethoven qualifiée d'objective et subjective à la fois. Ce qui est objectif, c'est le paysage morcelé. Subjective est cette unique lumière qui l'éclaire encore tant soit peu. Beethoven n'en réalise pas la synthèse harmonieuse. Sa puissance dissociative les arrache l'un à l'autre dans le temps, afin de les conserver peut-être pour l'éternité. Dans l'histoire de l'art, les œuvres tardives sont des catastrophes. Voilà, sont les catastrophes. Piouf! Ouf, j'en ai des frissons. Non, c'est pas une blague en plus. Hop, on revient sur notre thèse. Mince. Voilà. Et donc, nous, on revient à nos moutons. Alors, après, je vous avoue, je suis fatigué, c'est pas facile. Donc, oui, ce que je voulais, c'était alors reprendre. Ah, c'est violent, hein, le stream là. Et vous allez voir, ça va être comme ça tous les matins, avec stream régulier, ça, vous allez souffrir. Dans ce texte, on retrouve dans le moment musicaux, Théodore Adorno définit rapidement le concept de maturité des œuvres tardives d'un compositeur. Bon, après, du coup, forcément, moi, c'est moins joli. Hein. Ce processus concerne la trajectoire décrite par Dr Faustus. Voilà, et c'est là que c'est intéressant, parce que justement, la petite citation que j'ai extraite du bouquin, on va pouvoir peut-être pas la mettre ici, mais peut-être plus tard, justement. La croissance musicale d'Adrien Leverkun balise la trame temporelle et vraiment à l'échelle d'une vie, bien sûr. Bon, ça, c'est pas vraiment le genre de truc que je voulais. Hop. Mais ce qui m'intéresse, ça va être surtout de corriger les. Enfin, de compléter les notes de pas de page. Théodore Adorno met en évidence le fait qu'il ne faut pas chercher à réduire la dernière période de Ludwig van Beethoven à la conséquence de sa propre histoire, de sa vie psychologique. Je vais plutôt dire de sa vie psychologique ou à la manifestation d'un destin. C'est un avertissement pour inviter le lecteur à se garder de faire le même raccourci avec l'histoire qu'il est en train de lire ou avec la vie. Ouais. Si certains choix sont bien évidemment conditionnés par un parcours de vie, on ne peut pas être influencé par la musique de Ludwig Beethoven si on n'a jamais été confronté à sa musique. La musique composée n'est pas la figuration du contenu d'une vie, c'est la différence qu'il y a entre composer à partir d'un système issu d'un délire provoqué par la syphilis et composer à propos d'un délire provoqué par la syphilis. Je sais pas si c'est très clair ça. Ça me plaît pas ça, c'est moche. Je suis pas. Ouais. Il n'y a pas une illustration d'un parcours de vie. Il n'est pas l'illustration d'un parcours de vie. C'est très marrant d'écrire à partir de textes projetés sur Twitch. C'est un décalage, c'est affreux. C'est la différence. Ça veut rien dire ma phrase là. Pourquoi c'est quoi ce truc? C'est nul. J'arrive pas à comprendre ce que j'ai voulu dire là. Ouais, c'est ça le problème de revenir en arrière comme ça. C'est la différence qu'il y a entre composer à partir d'un système issu d'un délire provoqué par la syphilis. Ah oui, non, c'est bon, j'ai compris. Oui, oui. Bah oui, parce que le parcours de vie. Ouais, après, on est plus dans le psychologique, on va dire. C'est ce qui a, c'est ce qui. Je comprends ce que je voulais dire. C'est bon. C'est la différence qu'il y a entre composer à partir d'un système issu d'un délire provoqué par la syphilis et composer à propos du délire provoqué par la syphilis.
Dans le premier cas, ce sont les conséquences. Dans le premier cas, les conséquences psychologiques auront un impact sur la forme et le contenu de l'œuvre. Dans le second, l'œuvre est émancipée. Et merde, je l'ai mis n'importe où, putain. Excusez-moi, je suis très vulgaire hein, quand j'écris comme ça, donc il va falloir que j'essaie. Bah, c'est un bon entraînement aussi. Cela soulève problème. Cela soulève la question de la situation et de la portée de la subjectivité dans l'œuvre. Je suis pas sûr que c'est super clair. On verra. De toute façon, il y aura d'autres lectures. C'est pas hyper clair, mais je pense que c'est plus proche déjà de ce que je voulais écrire que c'est plus proche que ce que j'ai pu écrire tout à l'heure. Comme Théodore Adorno l'utilise. Je vais aller me refaire un café, je reviens. Attendez, je reviens. A tout de suite. Je laisse le micro comme ça, je pourrai dire deux, trois conneries pendant ce temps-là. Je vais me refaire un café, hein, je suis mort. Je suis là toujours. Je suis parti me manger une réglisse en attendant mon debout. Hop, je me remets, principal PDF, voilà. Je me remets, je suis là toujours. Ouais. Ah, ça fait du bien le sucre hein, à la tête, au cerveau. Bonjour Adorno, Adorno. Ouais, ça marche mal, là, j'ai appris, la subjectivité. C'est dégueulasse. Je suis désolé. Je me lâche. Je suis fatigué. Hein.
Je crois que je l'ai déjà dit. Bon, je m'excuse solennellement pour ces débordements. Quand je suis fatigué, il y a des barrières qui tombent. Ouais, ça va, ça reste soft là. Je vais pas mettre tout nu pendant le stream. Avec vous. Y a pas de risque. C'est bon. Je crois que c'est la bouillie. Je vais aller voir. Je reviens. En plus, je fais même pas le rouleau, quoi. C'est un scandale. Mince. Je reviens. Je suis là, je reviens. Je suis pas loin. Ouais. Voilà, je suis là. Non, mais c'est un paramètre qui fait froid et que j'ai pas mis le chauffage. Voilà. C'est dit. Bah, faut économiser, hein, ils ont dit hein, à la télé. Hein. Ouais. Fini l'abondance. Donc, maximum 12 degrés dans la maison maintenant. Salut chat. Salut toi. Salut toi. Ça fait plaisir. Oh là 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 là. Bonjour le chat. Oh là là, bah oui. Du coup, la gamelle du chat est éclairée parce que en fait, il y en a 3 chats, mais il y en a une qui est un peu plus farouche et qui arrive moins à s'entendre avec les autres. Du coup, elle a sa gamelle indépendante dans mon bureau. Enfin, dans notre bureau, parce qu'il y a un bureau partagé. Ça va soulever la question de la portée de la subjectivité dans l'œuvre. Ouais, c'est pas terrible comme phrase, mais on va faire avec. Et on arrive à là où c'était reprendre, et au final, je n'aurais avancé que d'une phrase. Non, même. Un peu plus. En fait, on s'est remis dedans, et j'ai surtout cette petite citation que j'ai prise tout à l'heure, elle est vraiment intéressante. Oui. J'ai du mal un peu à me concentrer, je vous avoue. Je vous avoue que j'ai du mal à me concentrer, mais il faut que je me concentre. On n'ira peut-être pas jusqu'à midi tout à fait, parce que moi je vais fondre avant. Il va falloir que je mette du chauffage quand même. Non, mais en fait, plus sérieusement, j'ai la cheminée, on est en train de. La porte, la vitre est cassée. Ça arrive. Et du coup, on l'a amené chez le réparateur de vitres qui va la réparer. Et ensuite, on va essayer de se faire rembourser ça, parce qu'en fait, c'est remboursé par. Ah, ouais, je saigne là de corps chevelu. C'est le stress qui fait ça en fait. Je me gratte et je finis par saigner. Je vais me faire scalper. Non, mais en vrai, je vis avec des Indiens, puis il y en a un qui a essayé de me scalper, mais on s'amuse, vous savez. Non, non. Non, je parlais de ma vitre, mais on s'en fout, parce qu'en fait, je suis sur ma thèse, là. Donc, revenons à nos moutons. Comme Théodore Adorno l'illustre avec la problématique de subjectivité de la forme dans la Passionata, une question de déplacement de subjectivité. Comme... Mais en fait, la phrase, elle est incomplète, ça veut rien dire, ça. Super. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Alors il est où mon style tardif là? Non. Je vais pas faire le document donc. Ah mais c'est pas. Ah si non, quand même pas. Hop, je vais reprendre le document, je vous le montre pas. Hop. Alors, quand il parle de la Passionata. Donc en fait c'est pour ça que je parle de la Passionata, c'est parce que Adorno il en parle. Je suis un peu un copieur en fait. Je suis un peu un copieur.
très drôle, je suis en train de chercher un document sur le plus 110 pour voir 2-3 trucs et sur internet je tombe sur un truc très drôle. Euh, L'opus illustre les dernières manières de Beethoven, extrême liberté de forme, ample développement, usage du procédé cyclique, plein. L'avant-dernière sonate est sans doute la plus introspective et directement émouvante des 32 sonates, d'où sans doute la formule de Vincent d'Indy. Beethoven ne pouvait dédier qu'à lui-même cette expression musicale de sa propre vie. C'est vraiment absolument l'opposé de ce que dit Adorno, c'est drôle. C'est Grévin Vinsounet. Moi je veux voir, en fait... Voilà, c'est ça que je voulais voir. La Passionata, c'est la numéro 23. Je vérifie l'année. Ouais, la Passionata, on est entre 1804 et 1805 composé. Alors, voilà. Ouais, parce qu'il faut que je reprenne le... Moi, si je cite la Passionata, il faut quand même que je sois clair dans le truc. Hop. Je reprends le texte, je vais vous le remettre. Alors, pardon, c'est crade. Mais bon, vous avez l'écran, vous avez le texte là, sous les yeux. Alors... La Passionata fournirait un exemple parfait, sans doute plus dense, plus arrondi, plus harmonieuse que les derniers... Ah, le chat s'en va. Elle est venue manger ses croquettes et elle est repartie. Faut que j'essaye de voir le rapport entre ça et ma formulation. Je la trouve vraiment maladroite en fait. Je la trouve vraiment maladroite. Parce que ça veut rien dire en fait. Voilà, déjà je vais pas mettre comme Adorno, c'est vraiment... Après le style est vraiment moche, enfin moi j'arrive pas... Enfin après c'est toujours le problème des écrits universitaires, c'est difficile d'avoir un langage qui à la fois soit pas absolument scolaire et puis mais qui en même temps correspond à certaines conventions, quoi. Effacer le chômage direct, hop. Mais qu'est-ce que je suis couillon. Voilà, c'est pas ça que je vais faire, moi je vais effacer le commentaire. Mais vraiment couillon. Supprimer le commentaire. Je vais pas supprimer tout le commentaire. Voilà. Théodore, voilà. C'est pas comme Théodore Adorno illustre, hein. C'est Théodore illustre avec le premier article. Explique que prends par exemple la Passionata. Prends par contraste l'exemple de la Passionata, œuvre antérieure, œuvre sonate plutôt, sonate, chut. Pourquoi il met des italiques tendus? Sonate pour... Ah, pardon, excusez-moi, piano. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Hop. Bah. Mais oh, pourquoi? Intérieur. Ah, là.
Ah, l'opus. L'opus. Je ne comprends pas pourquoi il vient me mettre des italiques comme ça. C'est complètement con. Mais... Mais je ne comprends pas. Et en plus, du coup, je fais des fautes. Excusez-moi, hein, mais je fais n'importe quoi, mais... Par contre, c'est l'impression de... œuvre dans laquelle... œuvre dans laquelle... Dans... Mais pourquoi il me remet tout? Oh, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ça fait ça? Ça m'a jamais fait ça. Il est en train... En fait, je comprends pas. J'écris en pas italique et il me remet tout en italique. Et dans laquelle... Voilà. Dans laquelle... Le subjectif occupe une place différente. Ici, elle génère la forme. La subjectivité se déplace. Oh, c'est pas vrai. Oh non, j'ai envie de pleurer. Se déplace. Ah ouais, excusez-moi, je vous remets l'écran. J'ai envie de pleurer parce que je ne déplace. D'un rôle d'un rôle plié à celui d'un rôle conséquence. Rôle plié à celui d'un rôle du rôle de pli. De fondation de l'œuvre. À celui... Mais je ne sais pas pourquoi il me met tout ça en italique. Je ne sais pas pourquoi. Je lui dis non, cesse de mettre en italique et vous allez voir que quand je vais reprendre, ça va me remettre de l'italique à celui... de conséquences. Mais... C'est extrêmement agaçant. Je ne sais pas pourquoi il veut absolument me mettre de l'italique partout. Mais je ne veux plus d'italique. Et là, je lui dis non, pas d'italique, et il me met de l'italique. Mais tu vas arrêter de me faire chier, toi. Pourquoi? Mais je ne veux pas d'italique, moi. Je sais pas pourquoi il me fait ça. Mais... J'enlève l'italique, il me met de l'italique. Mais j'ai pas que ça à faire. Mais pourquoi? C'est quoi ce bordel? Pourquoi là il efface tout le... Il me met plusieurs...
Mais je ne comprends pas. Il m'efface. Comme s'il en avait rien à secouer, je lui raconte. Mais pourquoi il fait ça? Arial? Mais... Arial 10, 12. Ok. Là où elle apparaît, ce n'est pas là où cela est le plus intuitif, le plus évident. Excusez-moi pour ce moment de flottement, mais ça m'a beaucoup agacé. Je suis désolé. C'est agaçant. Parce que c'est des détails qui dépensent, qui saoulent en fait. C'est des détails qui saoulent. Et ça fait bien chier. Non, mais on va y revenir à nos moutons. Et puis après... Non, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Voilà. On respire. On respire. Non, mais j'étais déjà fatigué aujourd'hui. Donc c'est un peu normal que je sois facile à... Enfin, un peu que j'ai peut-être tenu pas mal de temps. Mais c'est bon, je suis apaisé. Il faut que je formule cette phrase de merde. Et ça va le faire. Donc j'aurais avancé de 3 phrases, mais c'est pas grave. Comme je vous ai dit tout à l'heure, au moins le mérite de s'être remis dedans. Alors, par contre, il faudra que je trouve un autre système pour l'éclairage. Je vous l'ai déjà dit. Parce que ça va me péter les yeux cette affaire. Hop. Donc, on s'arrêtera à l'heure pile tout à l'heure à midi parce que d'une part je suis fatigué. Je me demande si je ne veux même pas arrêter là parce qu'il allait commencer à me préparer à manger dans 10 minutes. Je pense que je vais faire ça, comme ça me laissera le temps de dormir un peu. En plus je me suis engagé sur un truc cet après-midi. Bon en même temps c'est important mais quand on est à la ramasse tout le temps c'est compliqué. Je vais juste aller vérifier mes mails. Oui je sais c'est pas bien de regarder ces mails pendant qu'on est en train de travailler, mais je vous embête. De quoi je me mêle? Franchement, vous critiquez, je trouve. Il n'y a rien d'intéressant. Non, j'attends des nouvelles de avant-première, savoir s'ils ont bien reçu mes trucs, mais non. Hop, ok, on arrête ça. Je trouve que c'est pas très sérieux. Je suis fatigué, j'ai déjà dit. Donc là où elle apparaît, c'est pas là où elle est le plus intuitif, le plus évident. J'ai une faute là, mais c'est pas très grave. J'ai réinstallé Antidote. Je vais voir si ça marche. Ah oui, il faut le démarrer d'abord. Okay. Parce qu'en fait, Antidote, je sais pas si vous connaissez, c'est un logiciel qui permet de faire de la correction orthographique, qui est extrêmement puissant. Et il fonctionne sur Linux, enfin la version 10, maintenant il y a une version 11, mais qui ne fonctionne plus sur Linux. Ils ont arrêté de développer pour Linux, qui est très dommage. Mais il a un inconvénient, c'est que en fait, il faut quand je cherche le mot. Oh, je sais plus. Mais enfin, bref, j'ai été obligé de réinstaller LibreOffice parce que ça ne voulait plus fonctionner dessus. Mais c'est pas grave, bon, juste une parenthèse. Je sais plus pourquoi. Bon, peu importe. Alors là, ouais, au niveau orthographe, ça va. Traduit le allemand parce que j'ai mis une majuscule et il n'est pas content. La majuscule n'est pas requise ici. La minuscule n'est pas requise ici. La majuscule n'est pas requise. Non, c'est un très très bon logiciel. Hop, je vais vous le montrer, tiens, sur l'écran. Non, je suis en train de digresser là. C'est pas bon. Mais c'est pas de votre faute, c'est parce que je suis fatigué, donc j'ai du mal à rester focus, ferme correcteur. Focus, alors là où elle apparaît, c'était pas là où elle est plus. Où cela est le plus intuitif.
apparaissant en creux, la subjectivité dans les œuvres ultérieures de la période tardive, apparaissant en creux dans les œuvres ultérieures de la période tardive, la subjectivité n'est plus là où elle paraît, où sa présence paraît la plus évidente. La subjectivité n'est plus là où elle est la subjectivité par exemple, la subjectivité n'apparaît plus là où la subjectivité n'apparaît plus pardon, là ça fait une répétition, on n'est plus là apparaissant en creux dans les zones, apparaissant plus que en creux, plus qu'en creux dans les œuvres de la subjectivité Ah, c'est nul, hein, j'arrive pas à trouver une bonne formulation, là, c'est pourri. La subjectivité n'est plus une évidence. N'est plus ni intuitive, ni évidente. Ni intuitive. Je sais pas si c'est très français ça, mais je suis fatigué. Ni évidente. Voilà. Et on va faire un petit com. CTRL N. Pas du tout. Ah, tout est effacé! Non. CTRL Alt N. Non plus. CTRL Alt C. Oui! Alors, on va reprendre ici et je vais m'arrêter là parce que je suis fatigué. Bon, je traîne encore 3 minutes pour discuter avec vous. Vu que vous n'êtes pas là, c'est parfait. Non, mais en fait, j'ai commis l'erreur de dire que j'étais ici jusqu'à midi. Merci si vous m'avez suivi sans être sans être identifié sur Twitch. Merci d'être resté là. Moi, je suis pas contre le fait de ne pas s'identifier. Hein. Par contre, c'est vrai qu'on aimerait bien à terme. Enfin, en fait, pour ne pas avoir l'impression de parler dans le vide, c'est vrai que c'est bien quand même, non pas de savoir qui est là. Et si on n'a pas envie de dire des choses sur un live, il n'y a pas de problème. Enfin, moi, souvent, je dis des trucs parce que j'ai l'impression que le streamer est en pleine dépression. Mais mais voilà, moi ce qui m'apporte, après, si je sais que par exemple si vous étiez 10, je saurais que je parle pour 10 personnes qui m'écoutent ou pas, ça me permet de vous remercier et tout. Je viendrai au problème que. Le fait d'avoir un éclairage comme ça permet aussi de voir des trucs qu'on voit pas d'habitude. Par exemple, à quel point il y a la poussière sous derrière mes écrans. J'ai trouvé ça aussi. C'est un cockpit de X-Wing. Alors je pense que c'est un petit X-Wing. Parce que sur les gros X-Wing, ça s'ouvre et en fait vous avez une attache là. Donc ça peut être forcément un petit. Je raconte n'importe quoi. Vous voyez comment je fais X, c'est pas un X-Wing, bien sûr que non. C'est un TIE Fighter. Ça fait couillon. Donc vous avez le TIE Fighter qui s'ouvre comme ça, clac. Normalement. Et vous avez une attache, c'est un peu plus gros. Parce que là c'est un petit. Voilà, et donc c'est cool, merci de m'avoir suivi ici. Moi l'expérience elle m'a plu, même si j'étais fatigué, que c'était difficile un petit peu de se remettre dedans. Elle m'a plu parce que en fait
ça me force à verbaliser en fait beaucoup de choses qui se passent en général de manière très intérieure, et ça empêche nullement de faire un passage, de faire une partie publique comme ce que je viens de faire là, et de faire une partie comment dire, une partie privée où sans caméra quoi, et où je fais ma thèse comme ça, comme n'importe quel travers de thèse. Mais vous voyez là déjà, le fait d'avoir relu ça, le fait d'avoir été jusqu'à ce petit passage là, d'avoir reformulé le tout oralement, le fait d'avoir été relire le style tardif de Beethoven, j'aurais peut-être pas été relire le texte, ou du moins pas tout de suite. J'ai repéré que j'avais les duets sonates à lire. Donc là, par exemple, c'est un texte, typiquement, il vaut mieux que je le lise de mon côté et que je prenne des notes de mon côté, et que je relise d'ailleurs, parce que j'avais déjà lu. Mais qui va être important, je sais à quel moment. Et donc, du coup, j'ai avancé, j'ai pris des notes. Voilà, j'ai pris ces notes-là. Ah non, vous voyez pas, bon, c'est bête. Donc voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. Et puis, de toute façon, le stream est dispo. Moi, je vais le mettre en. Je vais le mettre sur ma chaîne Dr Faustus. Est-ce qu'elle existe toujours, ma chaîne Dr Faustus, je vais regarder ça. Vous savez, j'ai une chaîne. J'en fais pas beaucoup la pub, mais j'ai une chaîne. Je vais mettre des replays des streams. Je vais mettre les replays des streams. Je vais faire ça. Tiens. Il y a Claude Abromont aussi qui met des choses en ligne. J'ai pas le temps de les regarder. Il faudrait que je fasse de l'analyse musicale. C'est bien. On m'avait recommandé un bouquin sur l'analyse musicale comme ça que j'avais acheté, que j'ai pas encore lu. Changer de compte sur YouTube. Ouais, c'est bon. Il y est toujours. 8 abonnés, j'en ai perdu un, je crois. C'est pas très grave. Mais je vais aller mettre ça en ligne sur ça. Je vous dis à bientôt. Et je vous dis à bientôt. Voilà. Merci de m'avoir suivi si vous avez été là. Et puis à plus.